Alors bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là pour ce temps d'échange à 1h30 de la première mondiale de The Rise, opéra interprété en signes internationaux et voilà, qui va être vraiment un véritable événement, à la fois musical, à la fois culturel. On est évidemment heureux qu'en amont de cet opéra incroyable, étonnant, eh bien, on ait ce temps d'échange, ce temps de réflexion sur la question justement de la musique et du silence. Et cette conversation, elle fait pleinement partie donc, du cycle Fiction-Science, qui est un cycle que nous menons déjà depuis peut-être 2-3 ans, avec 3 instances, je dirais, du centre. D'un mon côté, le service de la parole au Centre Pompidou, du côté aussi de la Bibliothèque publique d'information, la BPI, et puis bien sûr l'IRCAM. Et donc c'est ce cycle qui s'interroge sur les croisements entre la science et les arts, entre voilà, les relations entre la science et la création. Et puis voilà, venez, il y a des places devant, venez, ne vous gênez pas. On n'a pas encore commencé, donc tout va bien. Un petit mot pour dire que un autre point de croisement entre ce qui se fait là et puis The Rise ce soir, c'est aussi que on est en train on est aussi en milieu du festival Extra, le festival de littérature vivante du Centre Pompidou, et l'opéra The Rise est aussi une adaptation assez libre de la poésie de la poétesse américaine Louise Gluck, prix Nobel de poésie. Et donc voilà, on est aussi dans ce croisement entre musique, littérature et puis langage, ici langage des signes. Donc merci beaucoup pour ce moment d'échange. Je remercie Céline Lezen, reporter scientifique et productrice à France Culture, vraiment qui a à cœur justement de souligner les questions de science au sein de France Culture. Je la remercie infiniment de faire l'excellent travail d'animation et de modération qu'elle fait sur chaque séance, et je vais lui laisser le soin d'introduire à la fois la séance et les invités. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup pour cette très belle et succincte introduction. Merci à vous d'être ici, nombreuses et nombreux, à l'IRCAM, dans cette salle Stravinsky. Et bienvenue dans cette 8e édition du cycle Fiction-Science. Comme vous l'avez entendu, on va parler du langage des signes. Le thème de ce soir, c'est musique et silence, le chant du cygne. Car ce soir, nous allons explorer ensemble la richesse et le potentiel du langage des signes au croisement des arts, des sciences et des technologies. Explorer, oui, car aujourd'hui, les communautés sourdes et malentendantes souffrent d'un manque de visibilité, que ce soit dans l'art, dans les médias, dans nos environnements et même dans l'éducation. Ces langues vivantes manquent d'espace pour vivre et s'hybrider avec les cultures oralistes. Or, les désirs et les ressources foisonnent pour valoriser la langue des signes dans l'art visuel, dans le chant, dans le théâtre, la musique, enfin toutes les performances qui ouvrent le champ de la création au sens large. Et la recherche, vous allez le voir avec nos invités ce soir, dont celle menée par l'IRCAM, a beaucoup à offrir en ce sens. Alors, quelles sont ces démarches actuellement sur le banc d'essai et comment faire pour donner plus d'espace à la culture sourde? Quelles recherches lui permettent d'investir la scène? Et que peut nous enseigner et nous transmettre cette langue pleinement vivante? Et enfin, sortir du silence. Alors, en cette fin d'année olympique et en amont de la journée mondiale des sourds qui a lieu samedi prochain, c'est avec grand plaisir que j'accueille pour en discuter Emmanuelle Laboré. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes co-directrice de l'International Visual Theatre, mais surtout vous êtes autrice, actrice, metteuse en scène, chansigneuse. Vous avez publié votre autobiographie Le Cri de la Mouette en 2003, qui raconte un peu votre combat et votre itinérance jusqu'à la direction de l'IVT. Vous êtes récipiendaire du prix Molière que vous avez obtenu en 1993, qui est une année assez symbolique parce qu'elle marque la reconnaissance du métier de comédien en France. Alors je précise que toute cette conversation ce soir sera interprétée par à la fois Julie,
Célis, ainsi que Florine Archambault, qui sont toutes les deux interprètes, notamment au trilogue. Donc merci infiniment de votre présence très précieuse ce soir pour rendre accessible à tous cette conversation. Côté sciences, j'ai le plaisir d'accueillir Annelise Brafort. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, et vous étudiez la modélisation et le traitement automatique des langues des signes, de la linguistique de corpus à l'intelligence artificielle. Donc on va voir comment littérature, linguistique et IA s'hybrident. Et enfin avec nous, Nicolas Misdaris, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche ici, vous êtes un peu chez vous à l'IRCAM, vous êtes responsable de l'équipe perception et design sonore au laboratoire STMS, et vous allez nous parler de travaux que vous encadrez, menés avec votre doctorante Claire Richards. Vous pouvez déjà voir un aperçu du dispositif sur le mannequin. On ne va pas en dire trop tout de suite, mais voilà, vous êtes dans le design sonore et vous inventez des nouvelles méthodes d'appréhender le son et l'expérience sonore. Alors une petite précision, ça a déjà été dit, mais je vous invite vraiment à vous rendre. Il reste des places pour cet opéra au Centre Pompidou. Ça se passe à la salle -1, dans la grande salle. Et c'est vraiment une première que propose l'IRCAM, un opéra en langage des signes, mais qui est accessible à tous parce qu'il y a du surtitrage en français et en anglais. Donc voilà, ceci étant posé, pour ouvrir cette conversation, j'aimerais bien que vous soyez attentifs. Je vais vous demander de visionner un extrait vidéo et d'ouvrir vos oreilles et vos yeux. Alors j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de mal à reconnaître cet air très populaire, mais je doute que vous ayez eu l'occasion de l'apprécier en langage des signes. Alors, il s'agit bien sûr de Carmen, l'opéra signé par Jean Bizet, ici interprété par notre chansigneuse Emmanuelle Laborie. Emmanuelle Laborie, merci beaucoup de nous partager cet opus. Et je souhaitais ouvrir avec cet extrait parce qu'il offre finalement un aperçu de ce que peut produire la culture sourde avec ses spécificités, parce que la langue des signes a développé son propre art, le poésigne, le chorésigne, le chant-signe, les arts visuels avec une narration particulière qui n'est absolument pas une traduction de la langue oraliste. Alors bonjour déjà, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là à l'IRCAM, c'est la première fois que j'entre dans ce monde finalement très acoustique et très sonore, puisque forcément c'est intéressant de réfléchir aux liens qu'on peut faire justement avec la langue des signes. Une toute petite chose quand même, vous dites langage des signes dans votre introduction, c'est vraiment une langue des signes, elle est reconnue à part entière comme n'importe quelle autre langue. Donc c'est vraiment, voilà, langue des signes, elle a une grammaire, une syntaxe, la linguistique a bien validé tout ça depuis quelques années maintenant. Alors justement, vous en parliez, le chant-signe en fait c'est une matière artistique. Et donc c'est vraiment un matériau artistique à part entière, une vraie proposition artistique. Et en fait ça n'est pas du chant traduit en langue des signes, c'est vraiment du chant-signe. Donc c'est l'idée que la musicalité est dans les signes et la musicalité devient visuelle en fait. Donc c'est vraiment une perception par le regard de cette musicalité, de ce rythme, de ces modulations sonores que vous entendez peut-être vous à l'oreille. Et bien c'est vraiment des modulations sonores visuelles, cette fois-ci en langue des signes. Vraiment il y a du mouvement, du rythme, etc. Et tout ça est présent dans le chant-signe, il y a des liaisons, des enchaînements. C'est pareil dans le poésigne, il y a des enchaînements poétiques qui font que c'est une proposition artistique sur laquelle on fait encore des recherches. Alors vous parliez de Carmen dans cet extrait, effectivement ça n'est pas du tout du copier-coller, mais pour autant c'est le sens de Bizet, c'est vraiment le sens en langue des signes, et vous le savez c'est un message très clair qui est porté par ces paroles. Une pièce de théâtre dure 1 ou 2 heures pour que le message passe avec un scénario. Là dans une chanson il faut qu'en un temps très restreint le message passe, soit aussi efficace et soit très fort et très perçu, très fort par les personnes. Et donc en fait l'idée c'est que ce qu'on adore en langue des signes c'est vraiment d'avoir ce côté un peu répétition, un peu enchaînement qui devient de l'enchaînement et des répétitions de l'œil en fait. Par exemple des rimes un petit peu finalement de l'œil, des rimes visuelles un petit peu. Et donc ça c'est une recherche que j'ai adoré mener
parce que l'art lyrique, c'est quand même particulier. Et on peut se dire, même les personnes entendantes ne comprennent pas forcément les mots qui sont chantés en art lyrique, tellement ils sont étirés et tellement ils sont déformés en fait par rapport aux vrais mots. Donc c'est pour ça qu'il y a les sous-titres et qu'on est bien content aussi quand on est entendant, même quand c'est une langue pas forcément étrangère, de voir les sous-titres. Donc ça, c'était très intéressant de réfléchir à la place de la langue des signes dans cet opéra, une langue des signes lyrique quelque part, parce que ça n'est pas une langue des signes classique, c'est des signes étirés de partout. Et vraiment visuellement, c'est incroyable en fait, et ça chamboule tout dans l'art lyrique en langue des signes. Et pour précisément ce petit clip, en fait, dans Carmen, on a beaucoup réfléchi au mot notamment amour, évidemment, qui est répété plusieurs fois, avec plusieurs formes différentes. Il y a amour, comme ça, comme un tout petit oiseau, très court, très succinct. Et puis il y a l'amour, comme ça, qui est très long, et en langue des signes, il habitait tout le corps, et on l'a étiré vraiment de la tête aux pieds. Pour vraiment étirer ce signe amour, c'était une vraie recherche artistique et linguistique également, bien sûr, qui a permis d'imbriquer un petit peu cette musicalité visuelle et lyrique. Alors voilà, c'est un peu théorique, tout ça, mais pour le comprendre, il faut le vivre, en fait. Il faut le voir, il faut le vivre, voilà, point. Venez au théâtre. Non, c'est pas du tout théorique, mais en tout cas, vous soulignez quelque chose d'important, et ce que vous menez avec les activités de l'IVT, c'est la reconnaissance de la langue des signes dans les arts, dans la culture et aussi l'éducation. Je voulais avoir votre point de vue, parce que malgré la loi de 2005 qui acte une reconnaissance de la langue, finalement, il y a eu peu d'efforts des politiques, et même au niveau culturel et au niveau scolaire. Ça, c'est quand même une lacune. En quoi l'IVT peut répondre à ces carences ? Vaste question. Pas évident comme question. En fait, nous ne travaillons pas vraiment dans le domaine de l'éducation, on travaille vraiment dans le domaine culturel. Donc évidemment, la langue et la culture sont intrinsèquement liées. Évidemment, on ne peut pas parler de l'une sans l'autre. Ça fait 47 ans qu'IVT existe aujourd'hui. Et en fait, effectivement, depuis le début, depuis son émergence, on travaille toujours, j'en parlais tout à l'heure, avec cette langue qui est un matériau artistique, mais qui est aussi un matériau linguistique. J'en parlais tout à l'heure, une grammaire, des règles de grammaire, des contraintes de syntaxe, un cadre assez quand même limité, linguistique. Et c'est ce cadre-là qu'on peut réfléchir, en fait, dans l'art, justement. On peut jouer avec ce cadre, jouer avec ses règles, jouer avec ses contraintes, comme dans n'importe quelle langue, on joue avec. Et par rapport à votre question sur l'éducation, sur la place en France, effectivement, on le voit même, et moi ce thème me touche très personnellement et très intimement, c'est vrai, en tant que personne, puisque les enfants sourds ont le droit à la langue des signes. Ça n'est pas une question qu'on doit se poser, en fait. Ça n'est plus une question. On ne peut plus se dire, est-ce que vraiment on doit leur donner une langue ? Non. En fait, non. On leur donne, c'est tout, point à la ligne. Ils ont droit à cette langue, et cette langue, ensuite, ils en font ce qu'ils veulent. Ils la gardent, ils ne la gardent pas, c'est leur choix. Mais on leur donne cette langue, en fait. C'est tout. On n'a pas à tergiverser là-dessus. Et qu'on tergiverse encore en politique, ça me rend dingue. Parce qu'en fait, quand les parents choisissent, quand ils veulent une éducation en langue des signes, qu'est-ce qu'on voit très concrètement ? C'est la croix et la bannière, en fait. C'est vraiment la croix et la bannière. Il faut se battre alors que la loi pourtant existe, elle est là. Et pourquoi c'est la croix et la bannière ? Pourquoi il faut encore se battre alors que normalement ça devrait être ouvert ? Ça me met vraiment hors de moi, quoi. Je suis désolée, ça me rend dingue. C'est incroyable qu'on en soit là aujourd'hui, on est en 2024, là encore cette année, on se pose cette question, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. On comprend bien les raisons de votre énervement, le manque d'effort, mais en tout cas, heureusement, il y a la recherche pour pallier peut-être un petit peu, modestement, pour plus de représentativité, développer des outils et des applications en faveur des communautés sourdes et malentendantes. Anne-Lise Brafort, vous travaillez dans ce domaine-là, sur les corpus linguistiques. Et c'est vrai que, juste, je donne quelques chiffres au niveau Juste France, on cite souvent le nombre entre 100 000 et 300 000 locuteurs de langue des signes. Pourtant, on a peu d'archives, on a peu de données textuelles, linguistiques. Mais pourtant, vous arrivez à faire de la recherche, du traitement automatique des langages pour développer des applications. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les méthodes et les intentions et objectifs de vos travaux ? Vous pouvez prendre le micro qui est juste devant. Voilà. Non, allô. C'est bon. C'est bon ? Ok. Oui, donc effectivement, dans mon laboratoire, on fait des recherches sur les langues,
les langues parlées, les langues écrites et les langues signées. Et l'objectif, c'est de mettre la recherche scientifique au service de ces langues et des locuteurs. Alors, pour la langue des signes, on mène différents types de recherches. Là, je vais vous donner un exemple et comment nous viennent nos questions de recherche et comment elles sont liées à la communauté sourde. Voilà, on peut passer à la suite. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de vidéo qui vient d'une émission de Mediapi, qui est une émission en ligne, qui est un média en ligne bilingue. D'ailleurs, dans l'extrait, il est question de l'IVT, pour faire le lien. Voilà, la plupart des données qu'on a, des contenus en langue des signes qu'on a, sont sous forme de vidéos. Quand on a rencontré Mediapi, ils nous ont dit, nous on s'intéresse aux avatars. Pourquoi ? Parce que ça permettrait aux personnes sourdes qui souhaitent s'exprimer, par exemple sur le site web de Mediapi, dans le forum, de le faire de manière anonyme. Alors du coup, on a commencé à s'intéresser à cette histoire d'avatar et d'anonymité en langue des signes, sachant qu'on part de vidéos. Alors on peut passer à la suite. Alors du coup, on s'est posé notre question de recherche, c'est précisé, et ce qu'on souhaite, c'est essayer d'aider à produire des contenus en langue des signes, mais qui soient anonymes. Alors ça va nous mener à faire des recherches en intelligence artificielle à partir des vidéos, des avatars et sur la question de l'anonymité. Alors là, par exemple, c'est un travail qui a été fait sur une vidéo qui est aussi extraite de Mediapi. On a transformé la vidéo en une représentation sous forme de squelette du signeur. Mais comme vous allez pouvoir le voir dans l'extrait, c'est quand même du coup un peu trop anonymisé, c'est-à-dire qu'on perd beaucoup d'informations sur le visage et les mains ne sont pas très précises, mais voilà, c'est un premier travail qu'on a tenté de faire. Quand même, on peut voir les sourcils, puisqu'on sait que la présence des sourcils est très signifiante et importante dans l'expression. Oui, mais là, on n'a pas la direction du regard, par exemple, qui est très importante. En tout cas, c'est des prémices. Voilà. Alors, je vous montre là maintenant un autre travail qui est beaucoup plus récent. L'article a été publié l'été dernier. Ça a été fait par des chercheurs, je crois, aux États-Unis. En tout cas, la langue des signes ici, c'est la langue des signes américaine. Et vous voyez qu'ils arrivent, eux, à partir de la vidéo, à garder tout le corps du signeur et en modifier juste le visage. Donc là, on peut continuer la vidéo. Là, ils ont même utilisé un visage de femme pour anonymiser. Et donc, par contre, il reste quand même tout le corps qui n'est pas changé. Et il y a quand même beaucoup d'indices qui peuvent permettre de reconnaître la personne. Alors, qu'en est-il des avatars ? Donc là, vous avez un exemple d'avatar, c'est un petit chat. Ça vient d'un jeu qui s'appelle Signe Éveil, qui a été réalisé par une entreprise qui s'appelle Mocap Lab. Et donc c'est un quiz, donc il y a des signes isolés, je crois que c'est le signe kangourou ici qui est réalisé, et l'enfant doit essayer de deviner de quel animal il s'agit. Je vais vous demander de regarder attentivement ce qui se passe au niveau des genoux. Vous avez vu ce petit mouvement vers le bas ? Bon, et ben moi j'ai un collègue, c'est à peine perceptible, mais moi j'ai un collègue sourd dans mon laboratoire qui s'appelle Cyril Verreccia. Son signe, c'est ça, voilà, qui est infographiste, qui fait des avatars et des animations. Il a vu cette animation, il m'a dit « Mais c'est Simon Attia !» Alors, j'ai regardé dans les crédits du jeu, et effectivement, il y avait le nom de Simon Attia. Et du coup, c'est problématique quand on arrive à identifier une personne. Ouais, voilà. Donc, il faut arriver à être suffisamment précis tout en éliminant les signatures personnelles. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, là, la question de recherche se précise. Donc, même quand c'est un avatar, même pas humain, là, c'était un petit chat, on arrive quand même à reconnaître la personne. Donc, du coup, ça veut dire que l'identité de la personne, elle est dans le mouvement. Alors, ça nous a donc permis de préciser encore la question de recherche. Ah là, on est retourné au début. C'est pas grave, je continue de parler pendant que ça défile. Et donc, la question de recherche s'est précisée, c'est
est-ce qu'on peut reconnaître quelqu'un qui signe juste à ses mouvements? Et donc là, ça rejoint aussi un petit peu tout ce dont parlait juste avant Emmanuel Laborie, qui est le fait qu'on peut effectivement modifier la manière de signer, alors pour l'art, mais aussi on a son propre style. Et de même que les entendants, on peut les reconnaître à leur voix, ben les sourds, on peut les reconnaître à leur mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à partir de là? On peut passer à la suite. On a monté une petite expérimentation en perception visuelle. Donc on a présenté des photos comme ça à un certain nombre de signeurs. On leur a demandé de décrire ces photos. Alors je vais vous montrer juste après, il va y avoir un exemple. Voilà un exemple de photo, un fleuve, je ne sais pas si c'est la Seine, qui a été décrite par exemple par 8 signeurs, dont celui-ci qui est Vivien Fonvielle, qui est un traducteur sourd. Et vous voyez sur son costume, il y a des petits points blancs. Donc ça sert en fait à enregistrer les coordonnées de chacun de ces points blancs dans l'espace. Du coup, on a le mouvement qui est enregistré en 3D. Et à partir de ça, du coup, on peut modifier la vidéo pour n'afficher que ces points-là. Donc on va pouvoir avancer dans la vidéo. Regardez bien la description. Et voilà, la même description, mais qu'avec des points blancs. Donc là, on ne voit plus du tout la personne, on voit que le mouvement. C'est vraiment très réduit. Et du coup, on a montré des petits extraits de vidéos comme ça à quelques dizaines de locuteurs de langue des signes, essentiellement sourds, quelques entendants aussi, interprètes ou autres. Et on leur a dit, bon ben, à votre avis, ce petit extrait-là, qui est-ce qui l'a signé? Est-ce que c'est la personne 1, qui est Marie-Thérèse L'Huillier, tout le monde la connaît dans la communauté sourde? Est-ce que c'est le locuteur 2, Vivien Fonvielle? Est-ce que c'est le locuteur 3, Lorraine Loctin? Ou est-ce que c'est le locuteur 4, qui est Pascal Jiquel? Oui, c'est son signe, Pascal. Donc, la première personne est sans doute la personne la plus connue dans la communauté des sourds. Hein, c'est la première personne qu'on a vue à la télé. La dernière personne est sans doute la moins connue parce que c'est quelqu'un qui a moins d'activité au niveau national. Et l'idée, c'était de regarder avec 4 personnes plus ou moins connues comme ça, si les gens arrivent à reconnaître leur mouvement. Et donc, on peut voir maintenant le résultat. Donc, ça a été fait dans le cadre d'une thèse. Alors, le résultat, c'était, oui, juste avant. Ah, dommage, je ne vois pas le résultat. On est reparti. Voilà, c'est le slide juste après la vidéo. Voilà, c'est là. Donc là, on peut voir, donc les barres indiquent à quel point la personne a été bien reconnue. Donc vous voyez, la vainqueur, c'est Marie-Thérèse L'Huillier. C'est effectivement la personne qui a été la mieux reconnue. Ensuite, c'est Vivien Fonvielle. Ensuite, c'est Lorraine Loctin. Et celle qui est la moins bien reconnue, qui est proche du hasard, en fait, c'est Pascal Jiquel. Et les gens, pourtant, nous disaient à chaque fois, mais c'est trop dur, j'ai répondu franchement au hasard. Là, on voit bien que ce n'est pas le hasard. Et donc, la conclusion de cette recherche, c'est le slide suivant. Voilà, donc oui, on peut reconnaître un signeur uniquement à partir de ses mouvements, mais à condition qu'on le connaisse déjà, et bien évidemment. Merci beaucoup Annelise Brafort pour ce mini-exposé qui nous donne à voir un peu comment on peut appréhender les signes et les mouvements qui sont vraiment des signatures d'un locuteur. Nicolas Masderis, vous qui êtes dans le design sonore, est-ce que vous voyez des parallèles dans les méthodologies d'appréhension, non pas du langage des signes, mais de la manière de capter les sons et de les traduire en autre chose? Alors oui, effectivement, il y a des parallèles, notamment sur la question de la capture du mouvement, qui est aussi une thématique de recherche qui est traitée au sein du labo, notamment au sein de l'équipe Interaction Son, Musique, Mouvement, qui est coordonnée par un collègue qui, je crois, est dans la salle, Frédéric Bévilacqua. Donc voilà, il y a forcément des liens et des terrains de recouvrement, je dirais, en termes de recherche. Mais c'est vrai que nous, on aborde la question plus du point de vue de la physicalité du son et du signal. Et effectivement, dans le cadre d'un travail de recherche mené par Claire Richards, comme vous l'avez dit, qui était doctorante et qui est maintenant diplômée. Elle a eu son doctorat l'année dernière. On a travaillé sur les
des principes de transmission qu'on appelle extra-tympaniques et vibratoires, donc avec des dispositifs tels que voilà, vous le voyez ici. On les présentera tout à l'heure, on va peut-être pas déflorer tout de suite vos travaux, mais il me semblait important de montrer qu'il y a plusieurs approches possibles, à la fois visuelles et sonores. Et j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans la technique de la langue des signes, parce que c'est pas une évidence pour tout le monde. Il faut en comprendre le fonctionnement d'un point de vue linguistique. La langue des signes n'est pas une simple traduction de la langue orale, on l'a dit. Elle fonctionne sur des gestes, des expressions du visage. C'est le mouvement du corps, comme vous l'avez dit, Anne-Lise, avec presque des lignes imaginaires pour exprimer certaines modalités grammaticales, la temporalité par exemple. Est-ce qu'Emmanuel Laborie, vous pourriez nous définir un peu des éléments clés de base pour qu'on puisse mieux comprendre la technique de la langue des signes en français? Effectivement, la langue des signes est différente de la langue vocale, des langues vocales en général. Les langues vocales sont des langues très linéaires, où les mots s'enchaînent les uns après les autres. Nous, en langue des signes, on est dans l'espace. Donc c'est totalement différent. C'est une langue évidemment rare, hein, forcément. Les langues des signes sont des langues rares parce qu'elles ne fonctionnent pas du tout comme les langues vocales. Et donc on utilise tout le corps, vraiment tout le visage, l'expression du visage, les sourcils, les mouvements labiaux également, et le corps, l'espace qui nous entoure. Donc tout ça, en fait, c'est notre langue. Il y a les paramètres, bien évidemment, de la main. Hein. On exprime aussi le temps. Le temps s'exprime en fonction du placement du corps. Aussi, le passé est derrière nous, le futur est devant nous. Et c'est pas seulement ça, on peut aussi mettre la ligne de temps devant nous, et le passé va être à un moment donné à gauche, à droite, sur une frise, en fait, qu'on représente devant nous. Donc c'est vraiment une langue en plusieurs dimensions, en 3D. Et même quand on fait une création artistique ou quoi que ce soit, il y a toujours, en fait, par exemple, des captations vidéo que l'on fait pour garder des traces. Mais la trace est en 2D, donc il manque encore un mouvement. Donc souvent, il faut filmer avec plusieurs caméras pour avoir plusieurs plans et vraiment avoir quelque chose de qualitatif. Donc c'est une grosse production, après audiovisuelle, pour regarder une trace vraiment, vraiment intéressante. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que les langues des signes sont vraiment uniques dans ce sens-là, en fait, avec une grammaire propre. Ce n'est pas une traduction. C'est vrai que souvent, on imagine que c'est une traduction mot à mot du français, quoi que ce soit. Si on traduit mot à mot, par exemple, je sais pas, de l'anglais, on va forcément faire des bêtises, ça va ne ressembler à rien. Donc c'est pareil, en fait, il faut se détacher de la langue. En fait, la langue des signes existe à sa propre existence, elle est totalement différente du français. Elle n'a pas du tout la même structure, elle a sa structure propre. Elle est complètement visuelle. Il faut se dire que toutes nos idées, sont transposées finalement dans cette forme visuelle devant nous. Voilà, en résumé. Après, il faut vraiment aller prendre des cours pour comprendre précisément comment c'est fait. D'ailleurs, à IVT, nous donnons des cours. Nous sommes un centre de formation avec des formateurs formidables. Qu'on se le dise. Voilà. Si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Non, on n'en doute pas. Et puis, c'est vrai qu'il faut... Là, on vous voit vous exprimer, mais c'est déjà très précis. Il est très facile de faire des fautes, comme on ferait des fautes d'orthographe. Et c'est quelque chose qui peut s'apprendre, notamment, donc vous l'avez dit, à l'IVT. Il y a une notion sur laquelle j'aimerais qu'on... Justement, c'est intéressant tout à l'heure. Quand Anne-Lise quand vous avez parlé de la reconnaissance de l'auteur, en fait, on arrive à reconnaître la personne, la manière dont elle s'exprime. Bien évidemment, Marie-Thérèse, elle a un style, elle est unique. Marie-Thérèse, quand on la voit... En plus, oui, même en la parole, il faut revoir. Peut-être que les jeunes, vous avez bien évidemment, ce n'est pas la même génération, c'est une vieille émission, mais l'émission, même en la parole, le raconte, tous les entendants connaissent Marie-Thérèse. Mais elle a un style à elle. Je ne sais pas comment parler de très calme, très lent. Il faudrait l'équivalent d'une prosodie pour... Elle a une... C'est vrai que souvent, on dit, oui, on va droit au but, on est direct en langue des signes. Elle, non, elle est unique dans son genre, pas du tout. Alors elle, pour une idée, elle développe, elle prend son temps, elle s'exprime. Ah, ça sort. C'est incroyable. Elle est incroyable. Elle a un style vraiment, elle a une identité, bien sûr, une identité linguistique, mais comme vous, quand vous parlez, j'imagine bien que, si on enlève... Si on vous enlève physiquement, on a votre voix, on écoute simplement votre voix, je suis sûre que vous vous dites, tiens, lui c'est Coluche. J'imagine que vous avez la voix de Coluche en tête, je sais pas moi, que vous avez tout ça, vous avez des personnes qui ont des voix, qui ont un style. En langue des signes, c'est pareil. C'est la même chose. Chacun a notre style. Et ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est pas parce qu'on est sourd
qu'on est tous aussi comédiens, qu'on peut tout jouer, parce qu'en langue des signes, on connaît la langue, on peut faire ci, on peut faire ça. Non, il y a des artistes sourds, en plus des personnes qui sont très très timides, qui ne seront jamais sur une scène, qui seraient complètement, qui se démontraient totalement, même si c'est leur langue. Oui, d'accord, mais oui, mais non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est très complexe en tout cas. Alice Brafort sur ce programme qui était diffusé sur Antenne 2, il me semble. Plus généralement. Oui, non, moi je voulais juste reparler du style de Marie-Thérèse Lhuillier. C'est vrai qu'il est très particulier. Je pense qu'elle a un style de conteuse, quoi. Elle me fait vraiment penser à la manière de parler des conteurs entendants dans effectivement cette fluidité, cette douceur. Je pense que c'est l'intention de communiquer un conte qui est identique que ce qu'on soit sourd ou entendant et qui influe sur le style et la prosodie, que ce soit de la voix ou des gestes. Alors oui, je disais, il y a une notion sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, c'est l'iconicité, parce que quand on observe quelqu'un s'exprimer en langue des signes, en tant que non-sourd ou non-malentendant, on peut avoir une intuition du sens conféré par certains gestes, par des expressions, des formes. Là, on voyait des photos tout à l'heure. Peut-être qu'il y a ce côté qui est très spécifique à la langue des signes, mais qui peut toucher aussi les non-malentendants. Et qui sert aussi pour la recherche, d'ailleurs. Je sais pas. Hein. Vous savez, il y a peut-être l'interprète aussi. Parfois, il n'y a pas de la prévention. Peut-être qu'elle triche, ou peut-être que... C'est vrai que si on coupe l'interprète, peut-être que si on pratique là maintenant de suite, si on fait un petit test, voir si vous arrivez à choper ce que je fais sans l'interprète, à voir. Non, je vous taquine un petit peu, pardon. Mais... c'est vrai que souvent, on peut entendre dire « Tiens, la langue des signes, c'est seulement des images ». Alors oui, bien sûr que dans mes mains, là, vous allez voir des images. Mais alors, des gens s'imaginent, ah bah alors, on ne peut pas passer à l'abstraction, la philosophie, c'est pas pour vous, il y a des choses comme ça que vous ne pouvez pas dire. Non. Non. Je vous arrête tout de suite, on peut tout dire. On peut parler d'abstraction, on peut parler de philosophie, on peut aborder tous les sujets, vraiment. En langue des signes, on peut tout dire. Tout. Et ça, c'est compliqué pour les entendants de suivre. Effectivement, si je fais maison comme ça, ok, ça va. Là, je pense que tout le monde va. Hein, si je passe sur des émotions, la colère, par exemple, la tristesse, tout ça, je pense qu'une personne qui n'y connaît rien en langue des signes va avoir quand même l'intuition, le vécu. Et si je rentre dans des sujets plus complexes, politiques, militants, argumentaires, voilà, tout ce qui se passe, par exemple, en ce moment, avec le gouvernement Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale, les résultats des élections, le fait qu'ils ne veuillent pas prendre voilà, les personnes pour qui on a voté. Si je me mets à parler de tout ça sans interprète, vous êtes perdus. C'est sûr, je vous perds. Bon, ce que je peux vous proposer en tout cas là, c'est de nous livrer... Ouais, un petit jeu que nous propose Alice Brafort, où on va pouvoir tester notre capacité à comprendre des concepts et des notions et des objets en langue des signes. Annelise? Alors, normalement, ce jeu s'adresse plutôt à des entendants, mais je crois qu'il y a beaucoup de sourds dans la salle, donc je vais demander aux sourds de ne pas tricher. Donc, c'est pour l'idée de ce jeu. Bon, on fait souvent... nous, on aime bien quand même sortir des labos, les chercheurs, et par exemple, et faire comprendre au grand public notre travail, et puis sensibiliser en particulier sur qu'est-ce que c'est que cette langue sur laquelle on travaille, en faisant des petits jeux où on va, par exemple, faire passer l'importance de l'iconicité, le fait que ce soit une langue qui permet de dire, mais qui permet aussi de montrer ce qu'on dit. Alors le jeu, je suis repartie de ces petites descriptions de photos dont j'ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, cette fois-ci, c'est de faire deviner aux gens quelle est la photo qui est décrite. Donc du coup, il faut regarder la vidéo. Et ensuite, il va y avoir un certain nombre de photos qui vont être affichées. Et vous devez essayer de repérer dans la vidéo, donc surtout ceux qui ne connaissent pas la langue des signes, vous essayez de repérer des choses qui sont décrites et du coup d'essayer de voir de quelle photo il pourrait s'agir. Donc on peut lancer la vidéo.
Il y a beaucoup de choses. Donc on peut passer à la slide suivante. Voilà. De quelle photo s'agit-il? On peut faire un petit sondage. Alors, donc il y en a 9. J'aurais peut-être dû réduire un peu le nombre. Alors, qui vote pour la photo numéro 1? Personne. Allez. La photo numéro... Alors, c'est dans quel ordre? Donc, on va descendre comme ça. La photo numéro 2. Qui vote pour la 2? Non. Oui. Quelqu'un vote pour la 2. Un vote pour la 2. La photo numéro 3, qui est donc celle la plus basse de la première colonne. Personne. La photo numéro 4, qui est au milieu en haut. Non. On a 2 personnes. 2 personnes, mais j'ai pas vu. Non, une. Bon. La 5 qui est au milieu. Ah, il y a un peu plus de monde là. La 6e, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la 6e? Un peu. Ça commence un petit peu à se disperser. La 7e, en haut à droite, il y en a 2. La 8e, une personne. Et la 9e? Ok. Alors, Nicolas Misdaris, peut-être, vous prononcez? Ah, d'accord, bon. Vous ne prononcerez pas, alors. Bon, alors, Emmanuel, c'était laquelle? Tu sais, toi? Non, mais t'as le droit de jouer, t'as le droit de jouer. Et vous avez dit que les sourds n'avaient pas le droit de tricher. Oui, c'est vrai. Mais là, comme c'était très dispersé, bah, tu peux donner la bonne réponse si tu l'as deviné. Vas-y, dis-le. Bon, bah, c'était la 9e. Bravo à celles et ceux qui ont trouvé. Voilà. Donc, si vous voulez, on en fait encore une autre, assez différente. Pour donner sa chance. Ouais, c'était la 9e, en fait. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait à un moment donné la description d'une forme comme ça. Il y avait des cintres, il y avait des tiroirs, il y avait des tableaux comme ça, l'un au-dessous de l'autre, et puis une forme comme ça qui était la forme de la bouteille sur la lampe. Ce qu'on peut dire quand même, Alice, c'est qu'on peut traduire la fonction, l'objet, les dimensions dans l'espace, donc c'est très riche. Oui, mais là c'était une tâche... Il y avait Clap aussi. Plus ou moins facilement deviner. C'était une tâche aussi très particulière. La description de photos, ça amène à ce qu'il y ait beaucoup de structures linguistiques, de description, de formes. Bien sûr. Voilà, donc il va y avoir pas obligatoirement beaucoup de signes lexicaux qui indiquent des objets, mais plus des descriptions de formes. Allez, on en fait un deuxième et après on passe à la suite, puisqu'on a encore d'autres choses à aborder. Alors, concentrez-vous. C'est parti. Le petit détail à la fin. Alors, les images. Voilà. On peut procéder par élimination. Bon, je vous laisse quelques minutes pour réfléchir. Et là, je propose que tout le monde, les sourds aussi, vous avez le droit de jouer, bien qu'à mon avis, vous allez avoir aucune difficulté à identifier. Ah, quoique c'est pas évident, elles sont petites les images quand même. Alors, qui vote pour la 1 en haut à gauche? La 2? 3 personnes. 4 personnes. La 3 en bas à gauche? Non. La 4 en haut au milieu? La 5 au milieu? Bravo. Voilà, donc on voyait quand même qu'il y avait une symétrie, une grande avenue avec des choses un peu identiques de chaque côté et surtout tout au fond quelque chose de forme un peu carrée. Je ne sais plus comment il s'appelle ce bâtiment, mais la Grande Arche de la Défense. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même un truc de voiture qui fait que Oui. moi, je n'imaginais pas une avenue, mais voilà, je me suis fait avoir, dit Emmanuel, parce que j'avais des voitures garées, moi, et pas les voitures qui roulent. Il y avait les arbres quand même aussi de part et d'autre de la route pour reconnaître. C'est là où on voit aussi l'importance de hiérarchiser peut-être ce qu'on voit entre les différents plans pour donner plus de facilité de compréhension. Ouais, il y a sans doute des stratégies d'ordre dans lequel on décrit les choses
qui ne sont pas neutres. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cet exercice ludique et didactique. Je vous propose maintenant de rentrer en immersion plus dans l'art et le design sonore. Nicolas Misdaris, est-ce que déjà vous pourriez nous décrire en quoi consiste cette discipline et comment elle s'inspire du design de manière plus générale ? Alors cette discipline s'inscrit dans le champ du design, forcément, puisque dans le design sonore, il y a design. Elle s'attelle à faire du design avec une matière qui est le son, au même titre qu'on fait du design avec de l'espace, avec de la lumière, avec du textile ou avec des produits manufacturés. Donc voilà, le designer sonore conçoit des objets sonores avec une matière qui est le son et qui du coup a des spécificités vraiment particulières, puisque le son, on ne peut pas le prendre, on peut pas le... Il est immatériel. Il est immatériel. Il est tangible d'une certaine manière. Il est tangible parce que c'est un phénomène physique, mais on ne peut pas le dessiner. Enfin, on peut le dessiner, mais voilà, on ne peut pas le voir a priori, etc. Voilà. Il y a toute une série de particularités de cette matière-là qui fait la spécificité et voilà, la magie aussi de cette discipline. Et vous avez eu la générosité de porter avec vous votre mannequin, qui est muni d'un dispositif qui a été co-conçu par vous et Claire Richards, qui, je précise, est malentendante aussi. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Les motivations n'étaient pas nécessairement d'un point de vue accessibilité, mais vraiment de la pure création artistique. Ça a surtout été conçu par Claire Richards, puisque moi je suis le porte-parole un petit peu du travail de recherche de Claire. Et c'est un travail collectif aussi. Donc Claire évidemment, Alberto Gatti, un artiste dont on va parler qui est en résidence actuellement sur cette problématique. Roland Cahen qui est aussi le co-directeur avec moi de cette thèse. Et c'est un travail à la croisée de plusieurs champs disciplinaires, de plusieurs sciences. Les sciences et les technologies du son, mais aussi les sciences du design. Et c'est une recherche aussi musicale, artistique, puisqu'elle a inclus un artiste qui a fait de la recherche sur un outil technologique et un outil de recherche qui était ce fameux harnais multimodal. Alors, est-ce qu'on pourrait le décrire, ce harnais qui est juste à côté d'Emmanuel ? C'est un harnais multimodal qui est muni de transducteurs qui permet, si je comprends bien, de transformer les ondes acoustiques d'une source sonore en ondes mécaniques qui permettent d'avoir une autre appréhension de l'expérience sonore. Alors effectivement, vous avez parfaitement décrit le principe. L'idée, c'est d'avoir, de proposer, l'idée originale de Claire était de proposer une écoute alternative, des processus d'écoute alternative à une écoute classique qui passe par notre oreille externe, notre tympan, notre cochlée et puis notre cerveau. Elle a pour cela convoqué deux principes de transmission du signal sonore, qui est d'une part la conduction osseuse, donc qui s'adresse à notre oreille, mais directement à notre oreille interne. Et c'est là où on parle de transmission extra-tympanique, c'est-à-dire qu'on court-circuite les parties externes et moyennes de l'oreille pour ne s'adresser qu'à l'oreille interne, à la cochlée. Donc ça, c'est une chose. Et d'autre part, elle a convoqué aussi un principe de transmission vibratoire, puisque le dispositif est posé sur la peau et donc va venir exciter aussi tous les mécanorécepteurs que l'on a sous la peau et qui transmettent aussi des influx nerveux au cerveau. Donc concrètement, on porte ce dispositif et à des endroits stratégiques, il y a des capteurs qui permettent de ressentir le son. Même quand on n'entend pas le son, les personnes malentendantes peuvent avoir une autre expérience du son. Alors effectivement, donc pour le décrire un petit peu plus précisément, il y a 9 points d'excitation ou d'actuation sur le harnais, 5 sur la colonne vertébrale, 2 sur chaque clavicule et 2 sur chaque côte. Et donc ce sont des points dont on a étudié, donc Claire a étudié déjà la sensibilité perceptive. C'est ce qu'on voit ici dans le schéma de gauche, où les premières études et les premières expériences que Claire a faites dans sa thèse étaient de voir quelle est notre sensibilité à la vibration, à la conduction osseuse lorsque l'on excite la clavicule, le bas de la colonne, etc.
Ceci étant, il y a eu aussi un travail, comme je disais, c'est aussi une thèse en design, et il y a eu un travail de design, de réflexion en design, notamment sur l'objet lui-même, comment construire un objet qui soit portable, qui soit confortable malgré tout, qui puisse transmettre, porter les technologies qu'on voulait porter. Donc il y a eu un travail fait avec un atelier de design textile, les Vertugadins, qui ont collaboré très, très profondément avec Claire et avec nous pour imaginer ce prototype qu'on voit sur notre droite, enfin sur votre droite plutôt. Donc ça c'est vraiment les premières esquisses qui a donné ensuite cette version quasi finalisée dont on voit ici les photos. Donc on voit le squelette, on aperçoit Claire sur le côté, et c'est une collègue doctorante également de Claire qui porte le harnais, Constance Dawes. Et voilà, on voit les points les points de vibration en fait, et de contact sur la colonne vertébrale à l'arrière, sur les clavicules et aussi sur les côtes. Voilà, il y a toute une problématique aussi d'ajustement, de personnalisation finalement du dispositif, puisqu'on a chacun sa corpulence, sa taille, son poids, etc. Donc ça aussi c'est une vraie réflexion de design, d'usage et quelque part d'objet. Merci beaucoup pour ce descriptif. Quel genre de performance artistique on pourrait imaginer à partir de ce dispositif ? Avec un orchestre, avec un chanteur, avec des performeurs Alors, ça c'est effectivement une question qu'on s'est posée aussi et que Claire s'est posée dans sa thèse, et c'est pour ça qu'on a, collaboré avec un artiste, un compositeur, Alberto Gatti, qui s'est emparé de ce dispositif, comme je le disais, et qui a réfléchi à quoi en faire, en fait. Quoi envoyer dans ces actuateurs, sachant que technologiquement, ces actuateurs sont très limités par rapport à des haut-parleurs qu'on peut avoir classiquement dans une salle ou des choses comme ça. Donc il a réfléchi aussi sur ce que ça veut dire de porter un vêtement qui va transmettre du son, transmettre du signal, et ce que ça veut dire aussi en termes de perception de son propre corps. Donc voilà, il a construit, en fait, ça c'était les prémices de sa résidence. Il a construit 3 études, 3 esquisses qui ont exploré chacune une dimension du harnais, en considérant le harnais et en considérant finalement le corps comme un espace résonnant, un petit peu comme une salle va avoir sa réverbération, on va pouvoir localiser des endroits dans la salle, des sources, etc. Donc les 2 premières études que Alberto a conçues ont été de voir comment explorer ce corps qui est un espace résonnant un petit peu, à la fois en termes de volume, d'ampleur, et aussi en termes de localisation. Est-ce qu'avec ce dispositif, je peux facilement repérer des sons sur le haut de mon corps, en bas, à droite, à gauche, etc. Emmanuel Laborie, que vous inspire ce genre de dispositif pour investir la scène? On voit que nos chercheurs ont beaucoup de créativité à partir de leurs travaux pour se mettre au service des arts de la scène, les outiller. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous inventez des nouvelles manières de se produire sur scène? Alors c'est assez dingue sur cette image, je trouve que ça fait vraiment l'effort spécial, quoi. Ça fait Red, ça fait Lara Croft. Il y a un truc un peu c'est vrai. d'équipement ou Robocop. Enfin, il y a un truc un peu de très voilà. Après, c'est parce que je suis artiste, donc forcément c'est de la technologie. Donc moi, j'imagine toujours un décor un peu augmenté. Mais en fait, il y a plusieurs choses. De plus en plus maintenant, on a des gilets qui sont vibrants, mais beaucoup plus simples que ça, j'imagine, parce que c'est sur le subpack dont je parle. Et j'imagine que c'est très différent parce que j'ai déjà fait, et c'est des vibrations qui sont assez globales. Donc ils ne ressemblent pas forcément à ce que vous expliquez. C'est vraiment, quand on est en concert, des vibrations, mais ça vibre un peu tout le temps. Il y a des personnes sourdes qui aiment beaucoup, d'autres personnes qui ne sont pas forcément très convaincues. Moi, j'aime bien porter un gilet vibrant, ça m'intéresse. Mais pour autant, par contre, quand c'est moi qui performe, et quand c'est moi qui suis sur scène, et quand c'est moi qui chansigne, ça me gêne. Il y a vraiment un truc qui fait que j'ai l'impression que ça me coupe dans
vraiment dans mon expression artistique. Hein. Et c'est pareil, vous savez, il y a certains batteurs ou batteuses d'ailleurs qui mettent des boules caisses pour diminuer leur son et être vraiment dans leur bulle. Et ben moi c'est un peu pareil. Et j'ai l'impression que sinon ça coupe un peu ma production artistique et ça m'empêche un petit peu. Donc je pense qu'on a une relation avec le corps qui est chacune différent, évidemment, en fonction des besoins. Il y en a qui en auraient besoin, d'autres moins forcément. Et donc je pense que voilà, quand je danse, quand je suis sur mes deux pieds, j'ai besoin de mes deux pieds sur vraiment le sol, en général un sol en bois, et c'est là-dessus que je capte mes vibrations qui sont vraiment en lien par exemple avec du rock, avec de la musique plutôt africaine. J'ai besoin d'être liée à cette terre en fait, mais j'ai vraiment besoin que mes pieds soient collés au sol. Si mes pieds sont plus collés au sol, si j'enlève mes pieds du sol, je suis coupée de cette rythme-là. Par exemple, quand vous faites voilà, un tempo, et ben forcément ça coupe sur le pied qui se lève. Et donc en fait c'est pour ça qu'on a souvent, moi par exemple je danse avec les deux pieds ancrés au sol parce que j'ai besoin d'avoir en permanence ce rythme qui me traverse quand je suis sur scène. Donc je ne sais pas si Nicolas vous avez travaillé avec plusieurs personnes sourdes différentes, je dirais, pour peut-être expérimenter parce que parfois certaines personnes malentendantes ont des compensations ou même auditivement ont des compensations qui commencent avec le corps, ou il peut y avoir des personnes qui n'ont aucun gain auditif, donc il y a des personnes sourdes qui sont très sensibles aux vibrations, d'autres moins. Par exemple, toucher la colonne pour certaines personnes sourdes, peut-être que ce serait très compliqué. Pour d'autres, pas du tout, qui aiment la musique beaucoup plus puissante, presque physiquement, qui aiment presque orgasmiquement la ressentir, je dirais. D'autres, pas du tout, qui sont très loin de ça. Donc j'imagine qu'il y a ce côté charnel peut-être aussi du corps. Je pense que ce serait intéressant. Humainement, on est tous et toutes différents. Les surdités sont autant différentes qu'il y a de personnes sourdes. Donc voilà, il y a des personnes qui entendent un tout petit peu avec leurs appareils, d'autres pas du tout, en qui ça n'aide en rien, la musique. Donc je pense que voilà, l'humanité est diverse, elle est riche de cette diversité. Donc on n'a pas qu'un seul style, mais voilà. Donc je ne sais pas, j'ai jamais vu ça, et je me demandais si... voilà, moi je sais pas si en tant que cobaye, j'ai pas essayé encore Nicolas, donc je sais pas si vous avez travaillé avec d'autres personnes sourdes, mais je trouve que l'image est forte de cette idée d'augmentation. Je suis un peu partie dans mon monde avec Robocop et Tutti Quanti. Nicolas Misanis. Alors effectivement, c'est un petit peu l'humain augmenté, je suis assez d'accord avec vous. Quant à votre question, en fait, comme l'a dit Céline, ce travail il est parti certes d'une problématique personnelle de Claire, mais en fait il était à vocation très générale, il n'était pas uniquement et seulement dédié à la communauté sourde et malentendante. Donc à vrai dire, on n'a pas encore vraiment testé auprès de personnes sourdes et malentendantes. On a testé avec tout un tas de personnes, notamment lors de journées portes ouvertes à l'IRCAM ou d'autres séances de travail. Mais on n'a jamais vraiment fait ce travail spécifiquement avec une population sourde ou malentendante. Donc c'est une chose qu'on veut aussi tester. Je serais curieuse en tout cas de le faire, ouais, je me permets. Parce que par exemple, si vous mettez ce harnais, est-ce que par exemple Laurent qui est là, si Laurent tu essayes, est-ce que toi quand tu fais du piano, est-ce que tu as vraiment des informations sonores qui te permettraient d'avoir une maîtrise finalement du clavier? Je sais pas, il faudrait que... Voilà, je me demandais, parce que c'est pas un stop-pack du tout, on sent que c'est beaucoup plus complexe et que ce harnais fait appel à des conductions qui sont différentes, voilà, donc je me demandais. Tu pourrais peut-être créer de la musique, être compositeur, peut-être. Voilà, je sais que souvent les entendants adorent l'idée que les sourds soient compositeurs et compositrices. Alors, ça me donne l'occasion. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça souligne l'idée un peu ambivalente de l'hybridation de la technologie, des interfaces entre nos corps, nos organismes et nos sens, et la machine et les outils. Est-ce que ça augmente la sensorialité? Est-ce que ça décuple la créativité? Et là, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le fait que ça offre un sens quand même inédit, en tout cas pour les entendants. Pour les malentendants, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un champ de recherche à part entière. Vous avez cité Alberto Gatti, qui lui désirait inventer une nouvelle manière d'écouter sans enceinte, mais vraiment en investissant tout l'espace. Et vous avez abouti à des séquences sonores qui sont un peu cryptiques, mais peut-être qu'on peut les écouter. Alors effectivement, donc sur ce transparent, on voit en fait un autre élément du travail de recherche de Claire, qui est l'interface finalement de contrôle d'un dispositif physique comme le harnais, pour composer avec, pour y mettre du contenu, y mettre des signaux, du son et de la musique. Donc voilà, ça c'est un travail qui a été fait notamment en collaboration avec Roland Cahen, comme je le disais, qui a été co-directeur de la thèse. Et c'est un travail, une interface donc à utiliser Alberto effectivement pour composer les esquisses, les études dont je parlais à l'instant, et aussi pour mener à bien la résidence en recherche musicale qu'il fait actuellement au sein de l'équipe.
Alors effectivement, on peut essayer d'écouter ces esquisses. Alors juste une petite note avant de les écouter. Il s'agit en fait de réduction stéréophonique d'un contenu musical multicanal qui est destiné à ce harnais, donc avec 9 canaux, vous l'aurez compris, 9 canaux pour 9 points d'excitation. Donc ce que vous allez entendre est quand même assez loin de ce que vous pourriez entendre, ressentir si vous portiez le harnais. Peut-être que vous le porterez un jour, j'espère, peut-être en expérimentation chez nous, par exemple. Voilà, mais c'est juste pour vous peut-être donner une idée sur les principes qui étaient sous-jacents à la composition de ces 3 esquisses. Alors, il faudrait décrire. Voilà. Alors là, c'est ambitieux. Nicolas, peut-être vous pourriez légender un petit peu. Oui, donc en fait, dans les 2 premières esquisses, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, dans cette première esquisse, Alberto souhaitait explorer, comme je le disais, le volume de notre corps, en fait, l'espace de notre corps comme espace résonnant, volume résonnant. Et donc, il excite comme ça. Il faut bien comprendre que les petits points de son qu'on entend sont en fait distribués sur tous les points du harnais et vont venir un petit peu rendre tangible ce harnais vis-à-vis de son corps, son propre volume corporel, je dirais. Voilà, donc c'est un petit peu le principe. On peut peut-être couper le premier. Voilà, le deuxième, il est à peu près dans le même esprit, sauf que on va explorer ces principes de localisation de la source. Donc voir si on est capable de, comme je le disais tout à l'heure, de repérer que le son vient d'en haut à droite, d'en bas à gauche, etc. Voilà. Donc là, on a des petits scintillements de son, des petites impulsions sonores qui vont venir nous rendre plus sensibles justement à la position des excitateurs et aussi à la capacité à notre corps à repérer dans son espace propre les vibrations. Et le dernier, qui s'appelle The Womb, ça c'est des titres donnés par Alberto, en fait il explore la capacité à transmettre une information. Alors ici il s'agit de textures sonores dans un premier temps, et si on va un petit peu plus loin dans le fichier, il s'agit de voix. Donc il était intéressé à voir comment on pouvait, et est-ce qu'on pouvait comprendre des signaux de parole par l'intermédiaire de ce dispositif. Merci beaucoup Nicolas pour ces démonstrations sonores. Emmanuel Laborie, je voulais avoir votre regard depuis votre enfance et adolescence. Comment vous avez pu voir évoluer l'effort de la science, de la technologie en faveur de... Je m'écarte un peu là du côté purement culturel et artistique, mais en faveur de développer des outils. On a parlé de l'avatar, on n'a pas évoqué la question des assistants vocaux, mais est-ce que vous trouvez qu'il y a plus d'espoir du côté de la recherche scientifique que du côté politique et politique culturelle, pour plus de visibilité et revenir à ma question de départ? Pas évident. Alors moi, je suis très curieuse de nouvelles créations, des évolutions technologiques, ça c'est certain. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas de téléphone portable, par exemple. On avait le téléphone à fil avec les gros trucs, là, donc on était complètement exclus. Hein. Après, on a eu Minitel, le portable, l'ordinateur, on a FaceTime, les technologies évoluent, c'est extraordinaire. Moi, j'adore ça, je trouve ça merveilleux. C'est enfin accessible. On a accès à tellement de choses, on peut garder des traces, comme je dis tout à l'heure. La langue des signes, c'est une langue qui est orale, donc qui disparaît comme nouveaux mots. Donc là, on peut enfin les garder, les tracer, enregistrer, avoir des archives, c'est merveilleux. Donc ces technologies-là, cette science-là permet tout ça, c'est grandiose. Et j'aime découvrir tout ça. Mais à côté de ça,
quand même, c'est vrai qu'il y a toujours cette emprise médicale qui cherche à réparer la surdité. Mais pour moi, très honnêtement, ça ne sert à rien et ça me fatigue en fait, parce que nous sommes sourds. Point. Chercher une réparation, chercher une solution. C'est vrai qu'en France, on a ce regard encore et on imagine que la surdité est une maladie grave à soigner avec une reconnaissance, une prise en charge de la sécurité sociale. La société voit ça comme ça en fait. On est comme s'il nous manque quelque chose, donc il faut nous le donner, il faut nous combler ce manque. C'est toujours ce regard-là médical qui me fatigue personnellement. Moi, j'ai ma langue, ça me suffit. Donc après, oui, au niveau des sciences, des évolutions technologiques, etc., ça c'est formidable, bien évidemment, et il faut toujours continuer là-dedans. Sur ces recherches d'avatar que vous menez, Anne-Lise, avec l'IA, c'est incroyable. C'est incroyable, ces évolutions-là. Mais ça fait peur aussi, très honnêtement. En même temps, je suis fascinée et en même temps effrayée par la puissance de tout ça. Sur l'anonymisation, c'est très intéressant. Bien évidemment, les émissions... justement, dans le travail là, de Laurent qui est devant moi avec l'émission L'œil et la main, des personnes qui aimeraient garder l'anonyme quand elles témoignent, elles n'ont pas envie de se montrer à l'écran, parfois elles ont été victimes de choses graves, elles n'ont pas envie de se montrer, donc comment faire pour que les personnes puissent témoigner, mais comment témoigner? Elles ne peuvent pas témoigner avec des gants, avec une cagoule, c'est impossible. Donc souvent on passe par un miroir, en fait on a une personne qui reprend les signes et qui dit ce que la personne a dit, mais qui redit, mais... On peut imaginer qu'avec l'IA, on pourrait faire plein de choses, mais c'est quand même bizarre, honnêtement. L'avenir est quand même étonnant. Il faut pas y aller à reculons, bien évidemment, mais il faut le gérer. Il ne faut pas que l'IA ait trop d'emprise sur nous et prenne le dessus. Donc il faut toujours être vigilant, je pense. Voilà. Être vigilant. On pourrait en discuter, en débattre pendant longtemps, je pense, et on partirait loin du sujet de ce soir. Là, on est venu parler artistique, chant-signe, je pense qu'on digresse sur les technologies, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est l'humain, clairement. C'est l'humain, et ça, c'est le noyau de tout. C'est le cœur des émotions, c'est l'humain, et la technologie ne nous remplacera jamais, c'est certain. Merci beaucoup, Emmanuel Laborie, Anne-Lise Brafort et Nicolas Misdaris pour le télescopage de vos éclairages très instructifs. Malheureusement, il est déjà 19h36, mais nous tenons un petit temps d'échange avec vous toutes et tous. Si vous avez des questions sur la dimension de la langue des signes, de l'hybridation entre art et science, je vous invite à profiter de leur présence pendant le temps qui nous reste, avant qu'on nous mette dehors. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je voudrais peut-être rebondir, Emmanuel. Pas de question. Si je peux me permettre, sur l'aspect médical, et c'est vrai qu'il y a une injonction à une certaine normalité. Pour des personnes qui ont perdu la faculté d'entendre, on peut comprendre qu'elles veuillent se doter de prothèses, mais pour des nourrissons, des nouveau-nés, c'est quand même assez problématique d'imposer ça, comme s'il fallait rectifier l'humain. Ouais, ma question ne vous plaît pas. Donc là, c'est vrai que malheureusement, on a aujourd'hui, on parle beaucoup de dépistage précoce et pour moi, c'est n'importe quoi en fait, parce que ce dépistage, souvent, il donne des résultats qui sont totalement faux, qui sont erronés, donc il faut normalement attendre pour être sûr, pour être sûr de ce qui se passe. Donc c'est vrai que le monde médical a une emprise très forte mais c'est valable pour tout. Hein. Je veux dire, que ce soit pour les enfants hyperactifs, ça bouge trop en classe, alors il faut absolument les calmer, il y a toujours des interventions, on donne des médicaments à des tout petits. Oui, vous parlez de normes, c'est vrai, hein, il faut absolument qu'on rentre tous dans la norme, qu'on ne fasse pas de vagues. Bien évidemment que les évolutions médicales, c'est formidable, mais il faut écouter aussi les personnes qui sont autour d'eux. Ils doivent écouter les personnes qui sont autour d'elles, c'est tout. On ne va pas débattre des heures de tout ça, mais il faut écouter en tout cas les personnes concernées. Il y avait un autre aspect que j'aurais bien aimé aborder, c'est la question de l'écriture. Il n'y a pas d'écriture, mais il me semble que pour vous, quand même, l'écriture possible pour la langue des signes, c'est le théâtre. Oui. Après, moi, j'ai toujours dit que l'écriture à la langue des signes, elle se fait sur scène. Parce que moi, je viens
Moi, je suis une artiste, je viens du théâtre et c'est au théâtre que qu'on m'a raconté mes premières histoires, c'est au théâtre qu'on m'a raconté des choses. Donc, comme tout à l'heure, j'ai pu le dire, oui, les technologies avancent et ça nous permet aussi de garder des traces de notre langue. On peut tout enregistrer, tout garder en mémoire et ça, c'est grâce aux technologies, ça c'est clair. On a les vidéos, le numérique nous apporte tout ça. Et c'est super pour l'avenir, justement, pour tous ces corpus, en fait. Ce centre de recherche scientifique, justement, Marie-Thérèse aussi participe aussi à tout ça. Tous les signes anciens, par exemple, ces signes qu'on ne voit plus, parce que la langue des signes est une langue vivante, donc elle évolue, elle bouge. Hein. Donc il faut garder des traces de ces vieux signes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et donc les technologies nous permettent en fait de faire ça, de garder des traces pour les générations futures, hein, pour que dans 100 ans on puisse se dire ah tiens, les signes ont évolué, avant on parlait comme ça, comme le français écrit. Hein, on a des vieux textes de Molière, on voit bien que ce n'est pas du tout le même français qu'on utilise aujourd'hui. Donc, la grammaire évolue, les mots changent, on féminise davantage. On met en avant, avant on ne parlait pas, hein, c'était le masculin qui était dominant, on parlait que du masculin, enfin maintenant on féminise beaucoup de termes, donc on voit bien les évolutions de la langue, c'est pareil en langue des signes, la langue évolue, il y a des évolutions incroyables, et il faut garder des traces de cette évolution bien évidemment. Merci beaucoup à vous trois pour votre présence ce soir, et merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Non, toujours pas. Bon, alors on va clôturer. Merci beaucoup. Et merci à nos deux interprètes.